Alors d'abord, merci beaucoup d'être tous ici, c'est formidable. Et c'est le grand plaisir que j'ai de vivre. J'en ai d'autres, mais celui-là, c'est un très grand d'avoir ce lieu, cette galerie et des merveilleux poètes et peintres amis et qui veulent bien être publiés par moi et exposés chez moi. Ce sont des cadeaux qu'on me fait et qu'on nous fait. Donc voilà, merci à toi Didier, et merci à vous. Alors Didier, je le connais depuis très longtemps parce que d'abord j'étais éditrice en Picardie et je faisais des vergers de la poésie et il est venu avec des petits tableaux qui représentaient des oiseaux. On en a accroché plein dans les arbres. C'était un arbre plein d'oiseaux, c'était merveilleux. Ensuite, on a fait ici une exposition tout à fait au début de la galerie, qui a très bien marché. Les gens ont énormément aimé les oiseaux de Didier. Et ensuite, Christophe m'a proposé un texte. Alors ce texte, j'en suis tout de suite tombée raide amoureuse. Et j'ai pensé que Didier allait aimer ça. Je ne me suis pas du tout trompée. Didier a adoré ça. Et alors, ce que je trouve absolument formidable, c'est que je suis une toute petite éditrice qui n'est pas de diffuseur. Hein, et qui, avec son âge vénérable, fait ce qu'elle peut. Enfin bon... et donc ne peut pas beaucoup faire la retape avec les médias, avec les libraires, etc. Enfin, ça pêche énormément de ce côté-là aux éditions des Vanneaux, il faut le savoir. Mais moi, je me réconforte toujours en pensant à la politique éditoriale de Gallimard, qui paraît-il, quand il n'y avait pas les médias, disait un livre il fait son chemin tout seul. Et alors, c'est encore vrai, mes amis. C'est encore vrai. Le premier livre de Christophe Sanchez est en train de faire son chemin tout seul, comme un grand, comme avec un ses grand. petites pattes. Les gens l'adorent, il a de très belles critiques. Alors, moi aussi, je vais quand même remercier et Cécile et Didier, à qui je dois l'existence de ce livre, enfin surtout à Cécile, mais aussi Didier qui a reconnu le texte, qui a reconnu sa région dans le texte, qui a reconnu peut-être aussi le visage du père, puisqu'il s'agit du père, comme son titre ne l'indique pas forcément au prime abord. Donc je vais vous lire quelques textes, puisqu'en fait, il y a plusieurs textes courts, tous titrés, qui font un cheminement de la vie du père, vu par son fils, et de l'après-vie du père, toujours vu par le fils. C'est toi le fils. C'est moi le fils, et c'était donc mon père. Les mots tuent. Les mots tuent, sais-tu combien de mots tuent, j'ai voulu te dire. Les mots tuent, ça ne se dit pas, sinon on les appellerait les maudits. Maudits, mots tuent. Tu vois, c'est facile, je joue. Je joue avec les mots tuent. Je ne les dis pas, ces mots tuent, même aujourd'hui que tu n'es plus. Je les écris. Tu aurais souri si je t'avais dit un jour ces deux mots simples à jamais tu. J'écris. Tu aurais souri ou tu t'en serais foutu. Peut-être que j'aurais trouvé dans ton œil ce petit sentiment de fierté que parfois je voyais passer. Entre deux mots tu. Dans un silence qui nous tenait, tu aurais déclaré ton visage de la superbe d'avoir un fils. Moi le taiseux, toi le taiseux. Tu le voulais, ce fils. Tu le voulais gaillard, goguenard. Tu voulais un vrai mec avec des couilles. Un courageux qui creuse la terre, taille la vigne, boit des coups dans les bistrots et aile les femmes dans la rue. Tu aurais voulu que je sois bavard avec les autres et taiseux avec les miens. Comme toi.
Tu aurais voulu que je piège les rats dans un seau, que je secoue mon butin devant une assemblée d'amis médusés. Tu aurais voulu que je tue, et je me suis tu. Les mots tus sont assassins, tu sais. Je ne sais pas si tu as su combien tes mots m'ont manqué. Je sais que les miens t'ont perdu. On s'est tu, mon père. On s'est trop tu. On s'est tu jusqu'à la mort sans pouvoir décoller les mâchoires, sans savoir tourner notre langue pour dire qu'on s'aimait. On s'est trop tu. On s'est tué. Mais moi, je suis encore là, à regarder ta mort, tu, pour toujours. Juste pour vous expliquer pourquoi le ratopier. Et donc, il s'appelle le ratopier. L'apéritif déride les visages, accélère les paroles, brouille les pistes d'une gêne évidente. Une fois à table, Marcel relance ses histoires de vignes, de vin, de copains de bistrot. Ce jour-là, enclin à l'écouter, malgré les perpétuelles redites, mes sœurs et moi buvons ces paroles avec sincérité et admiration. Nous nous amusons, quelque peu cyniques. Nous le brocardons et il répond avec bienveillance à nos plaisanteries. Au milieu de ses propos, une anecdote nous interpelle. Il nous conte la technique peu orthodoxe de capture du ratopier. Cette petite bête ravage chaque année le stock de pommes de terre caché dans la cabane, sur les hauteurs de la grande vigne. Interpellés et amusés par l'animal, nous n'avions aucune connaissance de l'existence de la bête, nous renouvelons des piques sympathiques. Il s'en amuse et je suis ravi du second degré que prend la discussion. Avec force de détail, il nous enseigne sa méthode, consistant à verser dans un seau à vendange des graines dont les campagnols, les ratopiers, raffolent. Il aura pris soin d'ôter l'anse du seau, et l'animal, ainsi attiré dans le récipient, sera pris au piège, puis mourra lentement, affamé, au fond du seau. C'est horrible, mais les mots juxtaposés ratopier et la bête dans sa fin misérable amusent par leur phonème et leur stupidité la fratrie hilare. Le rat au pied du seau, délie et tension. Ce dimanche-là, autour du ratopier, j'ai vécu un instant rare, trop rare. Un rêve peut-être. Mes sœurs sont reparties le cœur léger. Maman est passée à côté, je crois. Spéciale dédicace à Didier Cross, puisque... il est où? Il est parti. Il est sorti. Bon ben non alors. Si. Non mais il m'entend peut-être ici. De là. Donc c'est la caisse aux escargots. Voilà un bien étrange petit animal, peu ragoûtant pour un enfant. Ses cornes ventouses, sa coquille au chemin en colimaçon et son corps limace dégoulinant de bave bulleuse. Bark. Et ça se mange. D'apprendre cela, trop tôt, doit laisser des séquelles entre abjection enfantine, étonnante réputation et sauce persillée que l'on fourre dedans quand le bestiau est fin prêt pour la dégustation. Il le cultivait, Marcel. C'est comme ça qu'il disait, il le cultivait. Traqué sur la colline mouillée, ramassé à même le sol, alors qu'il se pavanait dans l'humus heureux de retrouver l'eau comme élément vital, voilà l'escargot embarqué dans un panier en maille de fer serré, piégé par le vieux terrien, adepte de sa gluante limace de corps. La bonne récolte effectuée, 2 ou 3 paniers bien remplis où toute une tribu de gastéropodes s'affole mollement en ventousant jusqu'à la déraison, et les bestiaux quittent leur forêt aqueuse pour atterrir au fond d'une cave sombre, panier vidé dans une grosse caisse en bois. Il le cultivait. Il le cultivait par le jeûne. C'est comme ça qu'il expliquait. Car l'escargot doit crever la dalle avant d'être tué par cuisson, préparé, assaisonné, puis gobé à l'aide d'une étrange petite fourchette à 2 dents. Séquestré avec ses congénères dans leur geôle de bois recouverte d'un grillage, le père observe son butin sécréter un imposant mucus qui garnit les parois sur lesquelles les pauvres bêtes, dans un dernier souffle de vie, agglutinent leur désespoir. 3 ou 4 jours de torture et seront ajoutés à cette masse de moins en moins grouillante et de plus en plus agonisante quelques feuilles de thym, du serpolet ou du romarin. C'est pour donner du goût et les détoxifier, expliquera le bourreau. J'avais soif.
J'avais soif. Marcel disait ça. J'avais soif. Après avoir descendu sa bière, de lever de coups de brutal avec des dents serrées par lesquelles le breuvage se filtre et emporte sa bouche au plaisir du houblon. J'avais soif. Après une journée de chaleur interminable, après le soleil qui sèche la peau, après l'attente du troquet, après la circulation tentaculaire du besoin dans sa tête, après le coup de rouge à 9h30, puis celui de 11h, j'avais soif. À midi, il a soif. C'est normal, dans le sourire qui suit, de l'inceste pensée et ce regard pour s'excuser de boire. J'avais soif. Parce qu'il faisait chaud. C'est tout, et que la déshydratation est chose normale, que lorsqu'on a soif, on boit. Marcel explique ça, il explique l'évidence. On boit quand on a soif. J'avais soif. Alors il s'arrête à 2 pas de la maison ou au troquet. Car quand on a soif, on ne va pas chez soi pour boire, on s'arrête au bar. On boit de la bière au bar, pas à la maison. D'ailleurs, jamais de bière dans le frigo familial. Jamais. J'avais soif, alors je me suis arrêté au bistrot et puis, toi tu es là, alors il faut que je te dise pourquoi je suis là. Pourquoi tu es là avec moi? Parce que j'avais soif, trop soif, pour attendre d'arriver chez nous et boire un verre d'eau. Voilà pourquoi je me suis arrêté là, pour boire, et pas à la maison. J'avais soif. Soif de me griser la tête et le corps. Du léger vent que ça fait après une bonne bière, comme un voile blanc qui se tend entre les 2 oreilles. Soif que les muscles du visage se détendent, que les dents, une fois le breuvage ingéré, se desserrent, que la langue se délie dans des sourires fabriqués. Soif d'oublier le pernicieux de la vie à étrangler le dedans. Soif de tuer l'angoisse, de flatter la déprime, de faire glisser la suie qui colle à la gorge, de ramoner l'intérieur à grands coups de furet intempérants. Soif d'exister autrement qu'à travers les strates de filtrissure qui laissent mon histoire cabossée. Voilà, j'avais soif. Mais Marcel ne dit pas tout ça. Après la seconde bière, après la troisième et le petit boc mesquin qui précède le pastis, parce qu'il en a assez, avant le pastis suivant et le suivant, avant l'arrivée des copains qui eux aussi ont soif, très soif, avant les tournées qui se perdent sur le comptoir, les bols de cacahuètes renversés sur le parquet, les glaçons qui glissent dans les chemises et les paroles qui montent toujours plus haut avant qu'ils titubent et qu'ils s'accrochent aux zinc comme à une bouée. Il préfère dire simplement qu'il avait soif. J'ai soif. Ténor dans le décor. Ah oui. Des pas de danse assurés, le cœur vaillant et le charme en bretelles des balles à papa. Tu étais un ténor dans le décor, le costume droit et noir, la chemise en flanelle blanche ajustée à ton corps, encore frêle, une photo dans un cadre en métal, simplement posée sur le buffet, entre ton paquet de gauloises et un autre cliché plus vieux de ta maman en corsage noir. Le fichu planté sur ses cheveux gris. Elle avait dû être fière de toi, le garçon de la famille, l'unique, celui qui allait perpétuer la lignée des danseurs de baloche. Comme partenaire, une haute demoiselle montée sur de fins escarpins, une robe simple au dos dévoilé, des épaules rondes sur lesquelles tu poses une main élégante, le sourire en coin et les yeux rieurs. Ta partenaire, l'unique, la seule qui sache enfiler valse, passo doble, tango, rock endiablé. Rien de statique dans cette image, tout bouge, tout et vire, jusque dans les coins vieillis du temps, un temps immuable, comme ces balles qui ne se sont jamais arrêtées. Tu danses encore sous les lampions des 14 juillet, tu valses toujours sur la piste de poussière entre l'orchestre et la buvette, enchaînant les pas et les bières tièdes. Quand me vient l'idée de regarder, collée à ma mémoire, je revois les traces de tes pas glissés sur les sols des guinguettes, tes mouvements en harmonie jusque dans tes pieds acrobates qui suivent les impulsions de ton corps. L'élégance, la simultanéité de tes gestes, cette alchimie profonde qui t'unissait à la danseuse, tout un savoir aujourd'hui perdu pour moi, qui ne peut même plus envisager une danse à deux, empoté que je suis, dans la génération perdue des solos électroniques. Il vit à moi comme un fils dans son père, alors que c'est l'inverse. Je suis le fils et il est le père. À se demander à quel moment cette inversion est intervenue. À sa mort ou avant, quand je l'ai vu se perdre. Quand je suis passé de l'enfant à l'adulte, quand il a sombré, irrémédiablement sombré.
quand il a brossé le temps à rebrousse-poil, quand il a oublié sa femme. C'est-à-dire avant que je naisse et après l'amour. C'est là le nœud. Je suis passé du fils au père à cause d'un amour perdu, à cause de l'amour qui n'existait plus. C'est là le point de rencontre, la permutation aujourd'hui irréversible. Je vais être plus vieux que lui un jour. Je vais dépasser son âge qui a buté contre la mort, le rattraper sur une ligne du temps qui pour lui ne vit plus. Je serai alors son aîné, son grand frère, et si je traîne carcasse plus vieille, je serai en âge d'être réellement son père. Le renversement sera complet. Je serai vieux et grand-père, j'aurai eu un fils-père qui pourrit sous terre. Sa tombe sera mangée par de hautes herbes. Les fleurs n'y seront plus que de la paille sèche. On construira la mienne à ses côtés par prévoyance, et je verrai dans le marbre se refléter la filiation fauchée, se regretter la filiation de malfaiteurs, se pâmer l'enfilement des mots tus, se maudire le rediement, se donner l'angoisse en patrimoine, et se répéter les amours déchus, les amours foutus, brisés, décharnés, dépouillés. Ce sont des mots et des pensées à sentence lourde montées sur l'échafaud pour décapiter les silences assassins. Mais le chagrin ne guérira pas. Je porterai toujours en moi son amour prisonnier d'un corps fauché. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir écouté. Merci. Et d'être là. Bravo.